Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, bon bonsoir à vous. Partagez au maximum, ne léginez même pas sur les partages, il faut partager pour que le maximum de personnes puissent rejoindre le live. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va tous se dire, partagez pour que les gens puissent venir au maximum. N'hésitez pas avec les partages. C'est très important parce qu'il faut qu'on fasse entendre notre voix. Il faut qu'on fasse entendre la voix de l'homme noir, la voix de l'Africain, la voix de celui qui a été esclavagé, dominé, mutilé, maltraité, violé, escroqué. Il faut qu'on parle très fort. Partagez au maximum, partagez. Nous ne sommes pas des nations de sous-hommes. Nous sommes aussi des êtres humains qui ont les mêmes envies de souveraineté et de liberté, de prospérité et d'indépendance que toutes les autres nations du monde, que tous les autres peuples du monde. Nous avons longtemps été malmenés, nous avons longtemps été piétinés, exploités, sans que jamais nos oppresseurs n'expriment aucun regret, sans que les gens ne se gênent à vouloir continuer d'user de toutes sortes de ruses, de malice, pour continuer de nous maltraiter, de nous piétiner, de nous exploiter, de nous esclavager. Comme si nous étions des accompagnants dans ce monde, comme si notre voix devrait éternellement rester inaudible. Les gens sont allés très loin, jusqu'à inventer des chaînes de radio et de télévision pour soi-disant nous informer gracieusement, tout en prenant le soin de dicter le narratif que nos populations devraient et doivent entendre. Et beaucoup de gens sont fiers de ça. Ils ont transformé notre jeunesse en une jeunesse qui s'intéresse beaucoup plus aux jeux, à la belle vie, à la musique, au football, qu'à son propre avenir. Et des gens estiment que ça doit se poursuivre éternellement comme ça. Parce que pour eux, l'Africain conscient ne doit pas exister. Et même s'il existe, il ne doit pas avoir le droit à la parole. Il faut qu'on trouve des voies et moyens pour le faire taire, pour l'empêcher de se faire entendre. Cette humiliation, ça ne vous suffit pas? Cette humiliation, ça ne vous suffit pas? Je vous le demande encore. Est-ce que cette humiliation ne vous suffit pas? Aujourd'hui, nous allons ensemble décortiquer la situation pour expliquer aux uns et aux autres le sens de notre lutte. Nous allons commencer par cet extrait d'une sortie du président Emmanuel Macron devant des ambassadeurs français. Il affirme à très haute voix, de façon condescendante, qu'ils vont en Afrique pour défendre leurs intérêts, qu'ils ne viennent pas chez nous pour faire le bien commun. Et il nous insulte en affirmant que nous ne sommes pas capables de réfléchir et de savoir ce qui est bien pour nous et de le faire. Et ils ne sont pas là pour faire ça à notre place. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts. Quand vous écoutez Macron, ça ne suscite pas quelque chose en vous? Ça ne réveille pas votre orgueil? Malgré cette sortie de Macron, il y a eu encore des chefs d'État africains qui osent sortir pour essayer de nous convaincre qu'en réalité, la France, elle vient avec ses soldats sur nos sols pour notre intérêt, pour nous défendre. Alors que celui qui incarne, qui représente la France, l'exécutif français, nous a publiquement et clairement dit qu'ils viennent pour défendre leurs intérêts. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali.
Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous... Ça doit vous faire réfléchir. À quand l'indépendance? À quand l'indépendance? Ou bien nous ne sommes vraiment pas conscients de ce qui est bien pour nous, à tel point que les gens nous jettent ça à la figure et malgré ça nous continuons d'être soumis à ces individus. Il faut qu'on réfléchisse à ce que nous voulons pour nous. On va plus loin. Après cette affaire, Macron est sorti au lendemain de l'élection de Donald Trump pour affirmer à haute voix que l'Europe ne devrait plus être le terrain de jeu des prédateurs. Et qu'il y a des grands carnivores, il a cité la Chine et les États-Unis. Et que nous ne voudrons pas, eux, Européens, ne voudraient pas être des herbivores dans ce monde de carnivores. On pense qu'il faut déléguer notre géopolitique aux États-Unis d'Amérique, il faut déléguer notre modèle de croissance à nos clients chinois, il faut déléguer notre innovation technologique aux hyperscalers américains. C'est pas la meilleure idée. Je pense qu'on peut le reprendre le contrôle si on décide sur la décennie qui vient de bâtir pas simplement au sein de l'Union européenne, mais ici. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Mais ça signifie quoi? Qu'ils veulent leur souveraineté, ils veulent leur indépendance. Il a clairement affirmé qu'il ne peut pas déléguer leur sécurité aux autres. Parce que ça y va de leur souveraineté. Il l'a réitéré à l'occasion de son discours du Nouvel An aux Français. L'Europe ne peut plus déléguer à d'autres puissances sa sécurité et sa défense. En 2025, la France devra continuer d'investir pour son réarmement militaire, pour garantir notre souveraineté, la protection de nos intérêts et la sécurité de nos compatriotes. Il a dit qu'il est temps que la France se réarme pour assurer sa sécurité, sa protection et sa souveraineté. Et par la même occasion, la même France qui dit ça, qui estime que personne ne doit pouvoir avoir la possibilité d'avoir le contrôle de son destin et que l'Europe dans son ensemble ne doit compter sur personne pour sa propre sécurité, cette même France essaie d'utiliser d'autres Africains pour nous, Africains, nous convaincre que non, en réalité, nous avons besoin d'eux. Jusqu'à ce que devant leur Assemblée nationale, le patron de GEOS ose affirmer clairement qu'il va falloir qu'ils réinventent leur présence sur notre continent. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? Ben, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique.
Voilà, ça c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envi. Il faut simplement qu'on ait envie de faire quelque chose comme ça. Monsieur le vice-président. Ça ne vous paraît pas curieux qu'une nation qui affirme qu'elle n'est pas prête à être le terrain de jeu des carnivores de toute espèce, des prédateurs de toute espèce, se mette à vouloir s'asseoir et dessiner en fonction de ses agendas l'avenir des autres? Une nation qui elle-même reconnaît qu'elle n'est pas encore indépendante, elle n'est pas souveraine, qu'il va falloir qu'elle travaille à se réarmer pour être souveraine. Comment est-ce que nous, Africains, on va se dire que notre devenir dépend de cette nation? Sommes-nous des sous-hommes? Non, nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous avons aussi des facultés. Nous pouvons aussi réfléchir. Nous pouvons aussi inventer notre avenir. Mais pourquoi c'est chez nous qu'il y a des gens qui veulent que notre nation reste un terrain de jeu pour des prédateurs? Parce qu'une nation comme la France qui sort vous affirmer clairement qu'elle ne vient pas chez vous pour faire du bien commun, elle vient pour défendre ses intérêts, elle vous a déjà tout dit. Même si le patron des contradictions, qui est Emmanuel Macron, s'est dédié à plusieurs reprises, parce que avant cette sortie, il était sorti antérieurement pour affirmer ici qu'en réalité, l'objet de leur présence, de la présence de l'armée française sur nos sols, c'était juste pour nous aider, qui n'ont aucun intérêt à défendre. Et donc, à chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. Je n'ai pas d'autre intérêt. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts. Il l'a affirmé. C'est quand l'AES l'a contraint à reconnaître qu'en réalité, dans le fond, ce sont des intérêts qu'il défendait. C'est là qu'il est sorti pour affirmer de façon énervée qu'en réalité, ils sont là pour leurs intérêts. Maintenant, il vous reste quoi à comprendre? Comment est-ce qu'on devrait vous l'expliquer? Pour que vous compreniez que notre survie, il va de notre bonne compréhension des enjeux. Que les gens ne tiennent pas compte de nous, que les gens pensent que nous sommes des sous-hommes et que nous ne pourrons pas progresser. Il faut que nous poussons la réflexion très loin. Il faut que nous commencions à voir les choses telles qu'elles sont, afin que nous puissions nous-mêmes tracer le sillon de notre développement, de notre devenir. Cette même France qui se dit contre les coups d'État, qui dit vouloir propager la démocratie et la bonne gouvernance dans l'ensemble du monde entier. Cette même France qui a encouragé la CEDEAO à s'en prendre au Niger, à attaquer le Niger, elle a reçu le président gabonais au palais, le président tchadien avant les élections, après le décès de Déby. Cette même France l'a reçu au palais. Et tout type de complotistes ont été reçus au palais. Même Alassane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir à l'issue du sang versé des Ivoiriens, à travers une rébellion qu'il a orchestrée. C'est Alassane qui a célébré des coups d'État de par le passé, qui les a qualifiés de révolution. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Qui est venu faire pire en organisant un coup d'État pour s'approprier un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Il est reçu. Et lui-même se permet de parler de démocratie et de liberté. Lui qui a reçu Damiba, lui qui a reçu le Gabonais. Vous voyez comment les gens se jouent de nous. En réalité, ces gens ne sont pas en fait pour la démocratie ou pour un quelconque principe. Ils sont pour des intérêts.
Les pays membres de la CEDEAO qui font de l'AES leur cible, ils le font pour quelle raison? C'est pas parce que ce sont des régimes militaires, non. Ils ne s'en prennent pas à nos pays parce que ce sont des régimes militaires. C'est parce que la France a perdu ses États. Et ces gens, cette CEDEAO au service de la France veut coûte que coûte faire une guerre par procuration à nos nations pour faire plaisir à la France. Sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que les mêmes qui sont contre ceux qui ont dit non à la France sont pour d'autres militaires qui ont dit oui à la France? Pourquoi ils ne montrent pas autant d'animosité à Doumbia ou en Guinée? Pourquoi? C'est parce que leurs intérêts convergent à un certain niveau. Mais nous ne sommes pas des sous-hommes qu'on peut exploiter, utiliser. Non. Nous sommes un grand peuple. Nous avons une histoire très riche. Nous venons de très loin. Et nous savons exactement vers où nous sommes en train d'aller. Parce que nous avons vraiment marre de cette domination. Nous avons marre de cette perfidie. Nous ne pouvons pas être éternellement l'arrière-coup des grandes puissances. Nous aspirons aussi à devenir des grandes puissances. Et pour vous ridiculiser, parfois ils réduisent tous vos efforts à la Russie, en faisant croire que c'est pour la Russie que les gens sont en train de se battre. Les gens sont en train de se battre pour leur survie. Concernant Bazoum, Macron a affirmé que c'est un président démocratiquement élu, issu d'une minorité ethnique. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire. Mais déjà, à ce niveau, il se contredit. Parce qu'il voulait faire croire que c'est parce qu'il appartenait à une minorité qu'il avait été renversé. Mais si les gens étaient autant xénophobes pour renverser quelqu'un juste parce qu'il appartenait à une minorité, qui l'a élu démocratiquement? Vous êtes posé cette question. Et qu'est-ce que la France même a à foutre de la démocratie? Parce que Nicolas Normand l'a clairement affirmé ici. Nicolas Normand, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que la France a manqué l'occasion, en 2013, de neutraliser, de désarmer tous les groupes armés du Nord-Mali? Pourquoi dites-vous qu'elle a ajouté du désordre au désordre? Effectivement, je suis assez critique sur cette opération. Sur le principe, l'opération Serval de janvier 2013 était une excellente opération, c'est-à-dire il fallait empêcher les différents groupes djihadistes réunis de déferler vers le sud, éventuellement vers Bamako. Le problème, c'est que la France a cru ensuite distinguer des bons et des mauvais groupes armés. Certains qui étaient perçus comme politiques et d'autres qui étaient perçus comme terroristes. Et l'armée française est allée rechercher ce groupe, c'était le MNLA à l'époque, ces séparatistes Touaregs, d'une tribu particulière qui était minoritaire au sein même des Touaregs, les Iforas. Et ce groupe, on est allé le chercher et on lui a donné la ville de Kidal. Et ensuite, ultérieurement, il y a eu les accords d'Alger qui mettent sur une sorte de piédestal ces séparatistes à égalité en quelque sorte avec l'État. Alors ça, c'est une erreur importante. Alors, vous constatez comme tout le monde que l'accord d'Alger de 2015 n'est pas appliqué, notamment au niveau du désarmement, et vous dites que les groupes Touareg Iforas, qui contrôlent la ville de Kidal notamment, ont intérêt à ce qu'il ne soit pas appliqué, ont intérêt au statu quo, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les zones qu'ils contrôlent, eh bien, l'année dernière, ils ont fait voter massivement pour la reconduction du président Ibeka. Alors effectivement, les groupes ex-rebelles signataires de l'accord d'Alger ne sont pas mécontents des lenteurs de l'application de l'accord d'Alger. Le problème de cet accord, si vous voulez, c'est que il est un peu signé avec des seconds couteaux quand même, c'est-à-dire des séparatistes et des groupes, curieusement, anti-séparatistes pro-Bamako, qui sont quand même des groupes armés. En fait, c'était des rivalités inter-Touareg au départ, entre les Iforas nobles et le tiers-état Touareg qu'on appelle les Imrad. Les Imrad, ce tiers-état, étaient pro-Bamako pour résister au pouvoir féodal de la noblesse Iforas, qui elle était séparatiste en bonne partie pour pouvoir résister elle-même à la démocratisation. Voilà, il a dit que quand eux, les Français, ce Nicolas Normand était l'ambassadeur de France au Mali. Quand les Français étaient arrivés à Kidal, ils sont allés chercher une minorité de la minorité pour leur donner Kidal. Et dans ses explications, lui-même, il admet ouvertement que ces gens, dans le fond, ce sont eux qui sont derrière le faux problème Touareg. Et parce que ils ont peur de la démocratie. Vous êtes allé chercher une minorité de la minorité qui est derrière des soi-disant rébellions pour venir leur donner une ville, une région même entière,
de la République du Mali, avec qui vous avez des accords de défense, et vous-même vous reconnaissez que cette minorité de la minorité crée tous ces troubles-là, parce qu'elle a peur de la démocratie, elle a peur de perdre le contrôle. Donc vous êtes allé chercher une minorité de la minorité pour venir et soumettre la majorité au dictat de cette minorité de la minorité. Et Iyad Ag-Ghali, qui est aussi d'Al-Qaïda, fait partie de cette minorité de la minorité. Parce que ce n'est pas tous les Iforas qui sont dedans. Mais les Iforas qui sont dedans, certains se disent rebelles, d'autres se disent terroristes. Et après ça, ça vous étonne que les Africains se réveillent et qu'ils vous disent des parties de ces œuvres. L'Azawad ne peut pas fonctionner. L'Azawad est une absurdité politique. C'est pas seulement une absurdité historique, ça n'a jamais existé, c'est aussi une absurdité politique. Ça ne peut pas fonctionner. Ça vous surprend? Nous sommes aussi des êtres humains. Nous voulons qu'on nous respecte, qu'on respecte notre souveraineté. Parce que avant même que tout ça ne commence, c'est depuis une chaîne de télévision publique française que ces narcoterroristes ont proclamé l'indépendance de leur État fictif. Qu'est-ce que la France a eu à faire? Ça montre qu'elle n'a aucune considération pour nos peuples. Elle nous prend pour des sous-hommes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Cette même France qui, de nuit, paye des rançons aux groupes terroristes pour que ces groupes s'arment, les armes même, indirectement ou directement, se transforme en blocage aux nations avec qui elle avait des accords de défense, comme le Burkina et le Mali, pour empêcher à ce que ces nations puissent s'acheter de l'équipement militaire qu'il faut pour pouvoir se défendre. Elle est de quel côté? Cette même France qui, pendant qu'elle avait ses bases sur nos sols, avec des équipements de dernière génération, regardait nos villages tomber l'un après l'autre. Et qui, pendant qu'elle faisait ça, utilisait sa presse pour opposer nos communautés les unes aux autres. Et ça, c'est ça l'amitié? Et vous pensez que nous allons vivre éternellement dans cette indignité? Aujourd'hui, si vous voyez qu'elle s'en prend à nous autres là, c'est pour une raison bien précise, parce que nous avons découvert le faux. Parce que l'hypocrisie est tellement grande que quand tu prends la peine de bien observer, tu ne peux pas ne pas t'en rendre compte. Ceux qui ont passé des décennies à nous gaver de contraceptifs, soit disant qu'il faut limiter les naissances, qui sortent ce jeu pour dire que la population est vieillissante, il faut que les gens fassent plus d'enfants. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Vous dites que chez vous, il faut que les gens fassent plus d'enfants parce que la population est vieillissante. Et un général de chez vous sort pour dire que non, le fait que la population subsaharienne soit majoritairement jeune, c'est un problème à vos frontières dont il faudrait que vous vous occupiez. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. La Pointre l'a dit. Qu'est-ce que ça signifie? Et des jeunes Africains entendent ça. Malgré que les gens entendent ça, très peu se sentent concernés. Les gens sont beaucoup plus intéressés par d'autres choses. Ils sont intéressés par les boîtes de nuit, les concerts et autres. Parce qu'ils pensent que c'est du jeu. À votre nez et à votre barbe, les gens affirment ce qu'ils comptent vous faire demain. Et vous êtes là, vous observez. Sur une télévision française, une dame a osé affirmer qu'il fallait recoloniser ces pays, ne serait-ce qu'économiquement. C'est-à-dire, quelque part,
pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'ils ont. Non mais toutes les volontés. Ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des pas. Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. Mais peut-être pas à bon escient. Non seulement qui est tellement connoté, c'est bien. Oui, qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous, parce que ce mot est évidemment. Mais en revanche, d'aider les pays, mais c'est le plan. Les autres journalistes l'ont interrompu, lui disant non de ne pas utiliser ce terme. Ils ont préféré s'accorder sur le fait qu'il fallait utiliser coopération au lieu de recolonisation. Donc ils nous affirment à visage découvert devant le monde entier que le terme coopération, en fait, c'est la nouvelle colonisation. Et vous, vous entendez ça, et vous êtes assis chez vous, vous êtes fiers de cette coopération, de cette colonisation. Mais quand même, quelle indignité. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse très sérieusement à tout ça. Ici, nous avons une CEDEAO qui existe, des institutions comme l'Union africaine qui sont là. Et nous avons tous entendu, publiquement, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, devant l'Assemblée nationale française, affirmer à très haute voix que le Sénégal, qui va bientôt devenir pays producteur d'hydrocarbures, sera confronté à des problèmes terroristes importants. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Je veux dire, soit on fait à leur côté, soit on fait à leur place, c'est pas à l'ordre du jour, soit on leur permet de faire. Et si on leur permet de faire... Personne n'a demandé des explications. Personne n'a demandé à ce que la France explique sur quoi elle se fonde pour prédire le terrorisme sur le sol sénégalais. Pendant ce temps, nous, on se subdivise. Et ils nous subdivisent entre les pro-français et les anti-français. Mais où sont les pro-africains? Où sont ceux qui sont pro nos peuples? Macron même dit qu'il est pro-européen. Il se bat pour la prospérité et la gloire de l'Europe, même au détriment des États-Unis et des autres nations. Il le dit à haute voix et il l'affirme. Et chez nous, il trouve des hommes qui peuvent nous diviser, qui nous subdiviser pour leurs intérêts à eux. Et quand même, on est à quel siècle? Est-ce que vous comprenez les enjeux? Est-ce que vous essayez de les analyser? Parce que ça, c'est le summum du manque de respect. C'est le summum du manque de considération. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Mais c'est contre ça que nous sommes en train de lutter. C'est dans cette dynamique que l'AES, et l'AES n'est pas la propriété d'une quelconque puissance. Ces gens-là, vous savez, ils sont en train de jouer à un jeu qui finira par les rattraper. Je parle de la France. Quand la France voulait faire bombarder la Libye, elle avait déjà garanti des accords d'exclusivité sur le contrôle du pétrole libyen avec les insurgés. Mais elle a embarqué l'OTAN dedans en utilisant d'autres prétextes. Pendant ce temps, c'était elle seule qui a eu ces avantages, qui a eu ces accords, même si elle n'a pas pu en profiter pleinement. Mais ils ont utilisé les prétextes de la démocratie pour bombarder la Libye. Les élections auront lieu là-bas quand? Ça ne vous fait pas réfléchir? Et les gens oublient toute la responsabilité. Les gens oublient tout ce que ça a généré comme chaos. Et ils oublient qui est responsable de ça. Cette même France qui qualifie les États-Unis, la Chine et autres de prédateurs, cette même France-là vient essayer de faire croire aux autres que dans nos nations sahéliennes, en fait, c'est contre l'Occident que nous sommes en train de travailler, c'est contre l'OTAN. Non, nous sommes en train de travailler pour nos peuples. Au contraire, la France veut user d'une manipulation pour atteindre ses objectifs de domination du monde. Parce qu'elle a dit clairement qu'elle veut sa souveraineté vis-à-vis des États-Unis et des autres nations. Mais maintenant, comment elle va l'obtenir? Il faut qu'elle ait le contrôle sur la majorité des nations noires en Afrique, surtout les nations francophones, les ex-colonies françaises. Avoir la même mise sur ces nations, c'est-à-dire avoir la même mise sur leurs ressources, lui donnera aussi la même mise sur leur vote aux Nations Unies. Un contrôle absolu sur ces pays va lui garantir la prospérité, des matières premières
Et progressivement, cette France va construire son plan de domination des autres nations. Même en s'asseyant pour parler aux autres nations européennes, c'est pas parce qu'elle aime ces nations européennes, non. Elle n'a pas abandonné l'Angleterre en pleine guerre. Elle n'a pas fait des coups bas à l'Angleterre lors de la guerre du Biafra. Elle n'a pas fait des coups bas aux États-Unis qui l'ont aidé à se libérer du nazisme en refusant que les Américains ouvrent une base là-bas. Elle avait même refusé de donner un délai aux forces américaines pour quitter le sol français après la guerre. Elle a refusé que la France et les États-Unis impriment sa monnaie. Mais ses intentions sont là. Mais comment est-ce qu'elle peut atteindre les objectifs qu'elle veut? Parce que c'est une France qui ne travaille que pour elle-même. Elle n'a pas d'alliés. Personne. Aujourd'hui, là, elle et la Russie s'opposent. Mais elle a combattu aux côtés des Russes pour se libérer du nazisme. Elle n'a pas d'alliés permanents. Ça, il faut le noter et déposer. Et il faut éveiller les consciences des alliés sur cette question, pour qu'ils comprennent à qui ils ont affaire. Parce que nous, notre lutte, c'est contre ceux qui nous ont esclavagés, qui nous ont colonisés, qui, après la colonisation, sont venus exploiter nos richesses d'une façon incroyable, qui arment des terroristes et des narcoterroristes sur nos sols, et qui opposent nos communautés. Et c'est ça notre lutte, c'est contre ces gens notre lutte. C'est pas contre quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et c'est pour notre survie. Si la France veut déformer cette lutte, la présenter autrement au monde, c'est à nous de donner le bon message au monde. Non. Si vous écoutez la France, nous sommes en guerre, nous voulons nous défendre. Vous écoutez sur la base de ce que la France vous dit. Vous décidez de façon raciste de vous opposer à nous et de nous empêcher d'acquérir des armes pour nous défendre. Nous, on va aller là où on va trouver les armes pour nous défendre quand même. Nous sommes des êtres humains, on a le droit de vivre. Nous sommes des nations souveraines, on a le droit de nous défendre. C'est nous qui sommes attaqués. C'est nous qui sommes agressés par des narcoterroristes qui, pour la plupart, ont leur famille en France. Eux-mêmes ont vécu en France. Eux-mêmes, là, avant de venir lancer ces hostilités-là, ont tout commencé depuis la France. Le monde est resté sourd face à ça. Mais il faut que les gens ouvrent les yeux et qu'ils reconnaissent la responsabilité, la délinquance de cette nation. C'est très important à savoir et à admettre. Parce qu'on ne peut pas piétiner toute une race sur la base de la couleur de leur peau, des gens qui ont déjà été humiliés de par le passé, sans aucune réparation, à travers un esclavage inhumain, à travers une colonisation inhumaine, à travers une déportation de masse de nos populations pour aller servir de chair à canon dans les guerres des autres. On ne peut pas continuer éternellement à humilier leurs descendants. Le minimum qu'on nous doit, c'est le respect, des excuses. Mais on ne peut pas se ranger du côté du bourreau d'hier pour continuer à perpétrer ce qui a été perpétré hier contre nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et nos parents. Nous aspirons aussi à la dignité d'être des hommes libres. Mais qu'est-ce qui complique ça? Ce sont les nègres de salon qui, depuis leur confort, depuis leurs différents palais, travaillent, ils aboutissent une certaine jeunesse pour faire une campagne contre elle-même. Mais il faut que vous vous réveillez. Parce que la lutte là, qui est en train de se mener dans l'AES, c'est le point de départ de la lutte de notre liberté. Si nous ne nous engageons pas pleinement dans cette lutte, si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire en toute responsabilité pour vaincre, nous ne serons jamais des hommes libres. Nous autres, comme je vous l'ai dit, la France ne peut pas nous aider. Elle dépense des milliards pour que le narratif que nos populations vont entendre soit celle qu'elle va nous dire à travers ses radios et ses télévisions. Mais aujourd'hui, les Africains, surtout les Sahéliens, ont des voix aimées, écoutées et respectées, qui sont les nôtres. Mais ça ne peut que déranger son projet. Parce que ces chaînes d'information qu'elle a toujours utilisées de par le passé sont un pan important de sa politique de recolonisation et de domination. Maintenant, nous avons découvert le faux, comme je l'ai dit. Et pour elle, nous sommes un obstacle à abattre, à éliminer d'une façon ou d'une autre. Mais nous sommes déterminés. Parce que nous ne sommes pas aussi des sous-hommes. Et nous avons aussi compris une chose, que même si beaucoup de jeunes se laissent abrutir par des jeux monnaies, il y a une bonne frange de notre jeunesse qui est déjà réveillée,
qui est disponible. Ils font des panels sur TikTok. Ils font des spaces sur Twitter. Ils font des lives sur Facebook. Ils animent des groupes. Ils ont des groupes WhatsApp. Ils ont des groupes sur Telegram. Ils ont toutes sortes d'espaces. Ils profitent pleinement de l'avancée des nouvelles technologies pour se faire entendre et faire valoir leurs droits. C'est sur cette jeunesse que repose notre espoir. Parce que je vous assure que si nous ne nous réveillons pas, si on ne se donne pas la main, nous serons toujours des dominés. Maintenant, c'est à vous de choisir quel destin vous voulez pour vous-même. Quel destin vous pensez que nous méritons? Est-ce que vous pensez que le Congo doit continuer à souffrir juste parce qu'ils sont noirs et riches? Est-ce que vous pensez que le Mali, le Niger, le Burkina doivent continuer à souffrir juste parce qu'ils sont noirs et riches? Souffrir par la faute de qui? Par la faute de ceux qui les ont colonisés hier. Et au vu et au su du monde entier. Au nez et à la barbe des Nations Unies. Mais cette indignité doit cesser. Et il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main pour ça. Et il ne faut pas que nous soyons fatigués. Il faut que nous continuions de partager le bon message, de se dire les vérités, comme il se doit, à très haute voix, pour le bonheur des nôtres. Parce que personne ne se battra pour nous à notre place. Notre avenir dépend entièrement de nous. Ne perdons même pas de temps et d'énergie à vouloir contrecarrer ceux qui sont perdus et qui sont à la solde d'un mensonge éternel. Ceux qui essayent de nous diviser, de nous subdiviser pour pouvoir atteindre certains objectifs. Non. Eux, on ne va même pas perdre du temps sur eux. Il faut les laisser devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Confrontons notre jeunesse à la vérité, aux éléments matériels qui existent, aux preuves historiques qui sont là, pour qu'elles puissent se réveiller, pour que ça puisse créer un choc en elles, pour qu'elles comprennent que les enjeux sont vraiment énormes et que l'heure est mal choisie pour vouloir dormir. Parce que aujourd'hui, nous avons l'opportunité de créer un meilleur lendemain pour les futures générations. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. Portez-vous bien et je vous souhaite encore une dernière fois un excellent dimanche.